Hop là, on est parti pour le premier point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, lundi 21 juin 2021, au programme, comme tous les lundis, retour sur les prix de la semaine passée avec le prix des cartes graphiques, processeurs, kits de RAM et SSD. Toujours intéressant pour suivre l'évolution des prix et savoir quel est le meilleur moment pour acheter. C'est que pour l'instant, par exemple, les cartes graphiques, c'est peut-être pas le meilleur moment. Ensuite, petit bilan de l'E3 en quelques mots. On va essayer de ne pas y passer trop de temps, mais on va ressortir les plus gros. Ce qui est ressorti principalement de cette E3, que ce soit en termes de type de jeu, de conférences, de jeux aussi, qui a peut-être plus pris de la lumière que d'autres. C'est assez intéressant et pas grand chose à voir avec l'année passée. On parlera aussi rapidement de mining de crypto-monnaies avec la Chine qui, pour le coup, là, il frappe fort, encore une fois. Et on peut se poser des questions de la raison, du pourquoi dans un premier temps, et ensuite on a un début de réponse. Visiblement, ils ont décidé de prendre les choses en main en Chine, comme souvent. Et voilà, visiblement, le Bitcoin ne fait pas partie de leur plan. Donc, on sévit, et cette fois de manière assez drastique. On aura une petite news sur EK qui officialise ses nouveaux kits de water cooling all-in-one. Pour le coup, plutôt sympa, que ce soit en termes d'apparence, de perf ou de petites options. Après, on est sur du haut de gamme, on est sur le savoir-faire EK. Et ce sera pas super accessible, ce n'est pas non plus hors de prix, mais on n'est pas dans de l'entrée de gamme non plus. On va avoir plusieurs boîtiers aujourd'hui. On commencera avec un énorme boîtier de chez Lianli, l'Odyssey X, qui arrive avec des possibilités multiples et encore une fois un accent mis sur le water cooling, hein, comme souvent chez Lianli. Le water cooling et l'aération avec plusieurs petits trucs sympathiques au programme. Ensuite, on aura des boîtiers plus petits, plutôt type open air, donc avec des trous un peu partout. Deux boîtiers de chez Zeaginal, un mini TX et un micro ATX. Donc vraiment différentes tailles, différents gabarits. Et on finira avec un boîtier ASA. On a déjà présenté la semaine dernière des boîtiers ASA. Ils étaient un peu type œuvre d'art, ultra design, tout ça. Ici, on est dans quelque chose de bien plus simple, bien plus sobre, avec une petite touche ASA quand même tournée vers le design, mais probablement voilà, plus du boîtier accessible, alors que ceux qu'on a présentés auparavant seront probablement très chers. Un autre gros point d'aujourd'hui, après les boîtiers, on aura des SSD et on a des très belles promos sur les SSD en ce jour grâce au Prime Days d'Amazon. Donc un peu pour tous les goûts, tous les besoins et toutes les configs. C'est vraiment intéressant si vous avez besoin d'un SSD. Profitez-en, on a des prix en promo intéressants. Déjà que les SSD sont pas spécialement à des tarifs très élevés, là ça en fait des promos vraiment attractives. On aura un petit point écran aussi avec Samsung qui nous présente des nouveaux Odyssey. Samsung qui a décidé d'étendre sa gamme Odyssey qui pour l'instant est quasiment uniquement du haut de gamme et ultra haut de gamme avec son G5, G7, G9. Là on va chercher des modèles un peu plus accessibles, un peu plus simples, sans oublier quand même un peu de haut de gamme. On reste Samsung Odyssey, on ne rigole zéro. Et par contre le gros point différent, c'est que là on a des écrans qui sont plats et non pas incurvés, comme on a été habitué jusqu'à maintenant sur la gamme Odyssey de Samsung. On finira avec les cartes graphiques et en ce jour, je vous annonce un début d'amélioration des prix qui baissent lentement, des courbes qui s'inversent et peut-être bientôt le retour des cartes graphiques en stock de façon massive à des prix beaucoup plus corrects. Alors on n'en est pas encore
au restock massif et au prix correct. Mais on a vraiment un début de quelque chose et on a un peu des annonces de partout. Donc ça fait plutôt plaisir. Mais ça sera pour la fin. Pour une fois, on finira avec des bonnes nouvelles sur les cartes graphiques. Des bonnes nouvelles pour un début. On n'est pas sur une inversion totale, mais la tendance a l'air de changer. On commence tout de suite avec les prix et les prix des cartes graphiques. Alors, les prix des cartes graphiques, c'est sur la semaine passée. Donc, oui, il y a un début de mieux, mais sur cette analyse des prix, non, vu que c'est sur la semaine passée. Vous verrez. Donc, cartes graphiques, les prix, on sait, on pleure des larmes de sang, on a l'habitude. On est sur des prix toujours très élevés et pas vraiment de baisse, hein. Surtout si on analyse du coup uniquement la semaine passée. On commence chez AMD avec une hausse massive, même plus que massive, énorme, gigantesque sur les RX 580 qui passe pour la référence la plus basse de 215 € à 340, hein, donc hausse gigantesque. Donc ça fait mal, surtout que c'est pas vraiment des dernières générations, hein, donc voilà, même si c'est pas des cartes totalement dépassées non plus. On avait vu les tests, ces cartes qui sont équipées de 8 Go de mémoire dédiée s'en sortent encore de manière ok sur du Full HD. Après les autres résolutions, faudra oublier. Côté Nvidia, pareil, hein, on est sur des hausses des anciennes générations avec notamment la 1660 Super qui passe de 360, ce qui est déjà cher, à 540, ce qui est juste indécent. Et on note aussi la disparition des références 1660 et 1660 Ti qui sont du coup plus anciennes que les 1660 Super, vu que les 1660 Super sont un refresh des 1660. Donc on commence vraiment à enlever les anciennes gammes, ce qui peut aussi laisser présager normalement une production accrue sur les nouvelles générations. Après les prix, on n'en est pas encore là. Sinon, en termes de dernière sortie, on a bien sûr les 3070 Ti et 3080 Ti. Donc elles augmentent. Elles augmentent pourquoi? Parce que les références qui étaient affichées au tarif des Founders Edition ont disparu. Ces références qui n'ont pour la plupart jamais été disponibles, donc en vrai on s'en fiche un peu. Et on passe au vrai prix du marché. Il faudra débourser au minimum 980 € pour une 3070 Ti et 1790 pour une 3080 Ti, donc ce qui est vraiment très élevé. On compare par exemple, la 3070 Ti se retrouve au prix de la 3080, du moins au tarif affiché, là, en termes de disponibilité c'est encore autre chose, et la 3080 Ti se retrouve presque au tarif d'une 3090. Donc même si on n'a pas vraiment de 3090 à moins de 2000 € je pense, c'est quand même très très rush et ça fait mal. Mais attendez la fin, il y a un peu de mieux pour la fin du point actu. On continue avec les prix et là on passe aux processeurs. Processeurs de géants qui s'affrontent, Intel et AMD. On commence chez Intel avec deux hausses tout de même significatif sur le i7 10e génération, donc pas dernière génération, qui passe de 349 à 355, et aussi le i5 11e génération, donc dernière génération, celui-là, qui passe de 265 à 280, des hausses, pas non plus massives, mais des hausses quand même significatives. Dans le même temps, on a deux baisses aussi du côté d'Intel, on équilibre, deux hausses de baisse. Première baisse sur le i7 11e génération. C'est quand même assez marrant qu'on fait monter le i7 10e génération et on fait baisser le dernière génération. Bon, il est aussi plus cher en passant, ce qui passe de 446 € à 435, petite baisse. Et par contre, vraie grosse baisse sur le i9 dernière génération, le 11900K, qui lui passe de 660 € à 580. Donc une vraie grosse baisse significative sur ce i9 11e génération, la 11e génération qui a encore du mal à convaincre. Ensuite on a AMD, et chez AMD
Pas de hausse, incroyable, seulement des baisses. Alors, des baisses plus ou moins grandes, voire pas très grandes en vrai. On a d'abord une baisse sur le Ryzen 5 3600X, donc un des best-sellers des Ryzen 3000, qui perd 8 euros. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de massif. On a aussi une baisse qui est là plus importante et plus intéressante sur le 3700X, donc le Ryzen 7 le plus accessible des Ryzen 3000. Qui est un très bon processeur qui se retrouve du coup à 250 euros pour un processeur qui a 8 cœurs et qui est quand même plutôt performant, donc plutôt une bonne offre en ce moment sur ce Ryzen 7 3700X. Et on a aussi une toute petite baisse sur le dernier Ryzen 5, le 5600X, qui perd 3 euros. Il reste plutôt cher, hein, il est à 360 je crois, un truc comme ça, donc plutôt cher encore. C'est les Ryzen 5000 qui sont encore à des tarifs plutôt élevés, contrairement aux Intel 11e génération qui ont assez vite baissé, en tout cas pour la plupart, du fait aussi de leur disponibilité bien plus grande que pour les processeurs AMD, surtout dans leur premier temps suite à la sortie. On continue avec les prix, et là on va passer dans les trucs qui en ce moment ne changent pas trop, et tant mieux, tant mieux. Les kits de mémoire RAM DDR4, pour l'instant on est vraiment sur des prix plutôt très stables, assez peu de variations encore cette semaine. On a cette variation là qui est tout de même notable, ce kit qui avait explosé, hein, qui était passé de 85 euros à 100, qui commence doucement à baisser. Il n'avait pas trop eu de raison, hein, d'exploser en prix, mais voilà, il commence doucement à baisser, il perd 5 euros ici. Sinon, voilà, des petites baisses ici, 7 euros et 2 euros sur des kits qui sont plutôt élevés, donc en termes de prix, c'est pas vraiment significatif. Pas de hausse, pas de grosse baisse non plus. Marché plutôt stable, hein, depuis quelques temps, vous voyez ici les courbes. Tant mieux, on n'est pas impacté chez nous sur nos kits de RAM par des pénuries de composants qui pourraient faire flamber les prix. Pour l'instant, c'est stable. On nous avait quand même annoncé plusieurs fois, hein, des hausses significatives dans le marché de la RAM d'un point de vue mondial. Visiblement, chez nous, c'est pas passé, et tant mieux. Ou alors, ça n'a juste pas été répercuté sur nous, et tant mieux. Ça peut toujours arriver, rester prudent. Et en vrai, ce qu'on attend le plus sur la RAM, c'est en théorie une baisse des prix d'ici fin d'année, début d'année prochaine, avec l'arrivée de la DDR5 qui devrait commencer à titiller un peu les kits DDR4. La nouvelle génération devrait faire changer des choses. On finit les prix avec les SSD, et là, toujours et encore des très bons prix sur les SSD, et ça fait plaisir. Là aussi, le Chia ne nous a pas encore mangé tous nos supports de stockage, tant mieux. On a des prix très intéressants. Dans la suite du point actu, on aura des promos avec, pour le coup, des prix encore plus intéressants. Ici, on nous parle par exemple des Crucial qui sont en promo. On verra, hein, plusieurs modèles en promo avec du coup des prix vraiment attractifs. Les Crucial accessibles 480 Go qui tombent à 40 euros contre 48 la semaine dernière. Pareil pour le un peu plus haut de gamme 500 Go qui passe de 60 à 49. Donc pareil, hein, plutôt des bons plans. Et après, on a une dernière baisse sur quelque chose qui est, voilà, très très haut de gamme, qui perd 11 euros, mais on est sur des tarifs très très hauts et sur des produits qui varient régulièrement en prix de dizaines, voire parfois plusieurs dizaines d'euros régulièrement, donc c'est pas très anormal. On a aussi quelques hausses sur notamment le SanDisk Plus 240 Go, donc un matériel très très accessible. Un SSD SATA qui prend 5 euros, c'est quand même beaucoup. Après, on a d'autres changements sur des modèles plus chers, de 9 et 6 euros, un modèle de Samsung, un modèle Corsair de 1 Tera, des formats NVMe M2. C'est plus cher, donc c'est moins important. Dernier point, on a vu le Aorus 2 Tera qui baisse, mais le Aorus 1 Tera dernière génération, lui, une hausse plutôt énorme, hein. On passe quand même de 189 à 248 euros, donc plutôt élevé, plutôt un mauvais moment pour acheter ce modèle. Peut-être se tourner plus vers le modèle 2 Tera
peut-être plus intéressant, je ne sais pas. En tout cas, les modèles dernière génération, c'est un peu un monde à part. On est sur des débits de fou et on vise une clientèle qui a moins peur de dépenser beaucoup pour un support de stockage performant et grande capacité, plus pour le monde pro, quoi. Après, un petit bilan des prix, on fait un petit bilan de l'E3 2021. Tout est résumé dans le titre. En vrai, je pourrais juste lire le titre et dire, voilà, année du Xbox Game Pass, année de Xbox. Hein, en vrai, ils ont juste fait une masterclass de conférence. Année de la coop. L'année dernière, c'était la mode du Battle Royale. Ici, c'est la mode du coop, du jeu coop jusqu'à 4 joueurs. Voilà, le retour du multijoueur sur des aventures solo. Donc ça fait plaisir. Et Elden Ring qui a beaucoup fait parler. Après, c'est pas forcément le seul. Il y a eu Starfield aussi, je crois, qui a pas mal fait parler. Et, et aussi Nintendo, hein, qui a beaucoup fait parler, pas que en bien. Euh, donc, grosse édition, même si elle était virtuelle. On a eu pas mal de trucs intéressants. Alors, tout le monde n'a pas joué le jeu de la même façon. On remercie quand même Xbox d'avoir fait une masterclass de conférence pour nous régaler, vu que tout le monde ne l'a pas fait. Mais, mais j'ai passé des bons moments, d'autres un peu moins bons à regarder les conférences. Et honnêtement, Xbox, juste trop fort. Le 1h30 de trailer avec très peu de blabla, ce que les gamers veulent pour ce genre de conférence. Hein. Euh, le Tout est inclus dans le Xbox Game Pass et tout est Day One dans le Xbox Game Pass. C'est juste une régalade infinie. Donc voilà, ils ont géré. La Forza aussi, pas mal. Ça, un autre petit truc qui est assez intéressant. Alors je ne sais pas, il faut remettre ça dans le contexte. Je ne sais pas comment ils sont allés chercher les stats. Parce qu'il faut savoir que les conférences de l'E3 étaient massivement restreamées en live ou en différé d'ailleurs. Et il y a eu un problème avec Nintendo qui a interdit de restream sa conférence. Du coup, j'imagine que vu que le nombre de flux qui restreamait la conférence Nintendo était moins grand, c'est aussi potentiellement plus simple d'aller récupérer l'audimat total de cette conférence sur Twitch et YouTube Gaming. Donc je sais pas, visiblement d'après leur graphe, c'est Nintendo qui a fait le plus d'audience, suivi de Xbox et ensuite d'Ubisoft, pas loin de Square Enix et Devolver qui est pas très loin non plus d'ailleurs. Devolver qui est toujours un peu dans le décalé et toujours. Voilà, si vous vous ennuyez, une petite conf Devolver, ça vous remet en joie et ça vous remet d'attaque pour subir une conf désastreuse ou trop longue ou mal faite qui suit. Toujours un plaisir, hein, les comptes Devolver. Faut avoir du second degré, mais sinon ça passe plutôt bien. Donc voilà, quand même Nintendo qui a frappé fort avec notamment Zelda Breath of the Wild 2, qui a beaucoup fait parler. De la coop à gogo, hein, clairement, et aussi des jeux qui arrivent très vite. Effectivement, on a eu pas mal d'annonces pour des titres qui arrivent fin d'année, début d'année prochaine. C'est plutôt cool de ne pas avoir des annonces pour dans 10 ans. Hein. On aime bien savoir que les images des jeux qu'on voit, on pourra y jouer et les tester prochainement. Ça aussi, c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc voilà, coming to Xbox Game Pass 2021, incroyable. Les jeux qui ont marqué les esprits, The Elden Ring, on en parlait dans le titre, effectivement, mais aussi le nouveau Zelda, forcément. Riders Republic, un peu moins, j'avoue, de mon côté. C'est un jeu qui donne envie, mais je crois qu'on en avait déjà vu en plus. On avait déjà vu des images. Le jeu Avatar, ouais, dans les graphismes et l'immersion, pourquoi pas. Starfield, on connaît pas grand chose, mais ça fait envie, vraiment. Et Metal Slug, Tactics, ok, peut-être. J'aurais peut-être pas choisi ça. Peut-être le nouveau Mario et Lapin Crétin qui aussi fait beaucoup parler.
et, et, et beaucoup de gens ont l'air très intéressés par ce titre. Donc voilà, beaucoup de contenu, d'attentes, beaucoup d'envie. Maintenant, c'est aux développeurs de ne pas nous de ne pas nous décevoir. C'est toujours aussi compliqué de créer la hype et l'envie, l'attente auprès des joueurs, parce qu'on peut vite être déçu, hein, et si l'attente est trop haute, on ne peut que décevoir. C'est aussi parfois un peu les problèmes qu'on a. C'est trop de promesses, et derrière, bah, même si vous faites le mieux possible, vraiment un épisode carton, s'il répond pas à toutes les promesses, les gens seront déçus, alors que le jeu est quand même bien. Il faut faire attention à ce qu'on promet quand on présente un jeu, même s'il faut bien le vendre. On parle rapidement du Bitcoin, le mining de Bitcoin, le minage. Je trouve ça moche en français, minage, mais on va quand même utiliser minage parce qu'on est totalement français et qu'on aime être français. Donc le minage de Bitcoin en Chine a déjà connu un grand coup d'arrêt et grand coup de recul après que la Chine ait en gros dit de manière très stricte à toutes les grosses entreprises de minage de crypto-monnaies qu'il fallait partir en fait, hein, qu'il fallait plier boutique, fallait fermer boutique plutôt, plier bagages et fermer boutique, et qu'en Chine on n'acceptait plus trop ça. Alors dans un premier temps, en plus avec la pression mondiale, des gens qui ont découvert que miner de la crypto-monnaie ça consommait de l'énergie, et que souvent cette énergie était faite avec du charbon. Souvent c'était ça le problème, hein, quand même, charbon qui est un vrai problème pour l'environnement. Enfin, l'électricité faite au charbon qui est un vrai problème pour l'environnement. Maintenant, on va encore plus loin. On va, après avoir vraiment dépouillé les zones fournies en électricité par des centrales à charbon de sites de minage de crypto-monnaies, ils s'attaquent à des régions qui ont un approvisionnement en électricité beaucoup plus vert, vu qu'on arrive au Sichuan, j'espère que je prononce pas mal, le Sichuan, qui est du coup une région de Chine qui génère son électricité massivement grâce à de l'hydraulique, donc j'imagine des barrages, et donc du coup une production d'électricité bien plus verte que ce que peut être l'électricité produite avec des centrales à charbon. Mais on y va encore très très fort de la part de la Chine. On leur dit en gros dégagez. En gros c'est ça, hein, c'est vraiment alors que c'est des grosses structures machin, mais on leur dit dégagez, et on va encore plus loin. Ils ont autorisé les fournisseurs d'électricité enfin ils ont même pas autorisé, ils ont demandé aux fournisseurs d'électricité de couper l'alimentation électrique de ces sites et de tout site qui peut être soupçonné de miner de la crypto-monnaie, pour les faire fermer, hein, purement et simplement. Donc visiblement c'est assez simple de savoir où la Chine veut aller. Ils ne veulent absolument pas de sites de manière industrielle de minage de crypto-monnaies tels que le Bitcoin ou l'Ethereum. Au début, on pensait que c'était seulement parce que voilà, les gens se sont rendus compte que ça demandait beaucoup d'énergie, et que il y a des statistiques comme quoi une grande partie de la production du minage de ces crypto-monnaies était faite en Chine. Du coup, il y a eu un peu une mauvaise pub mondiale. Mais en fait, il n'en est rien. On n'est pas vraiment sur ce que les Chinois peuvent... est-ce que les Chinois s'intéressent à ce que le monde pense d'eux? On n'est pas du tout là-dessus. On est seulement visiblement sur un intérêt total de la Chine. Ils sont en train de lancer leur propre monnaie virtuelle, à l'image du Bitcoin, mais avec du coup la main mise, hein, sur cette monnaie de la part de l'État. Donc le yuan numérique, qui a pour but de remplacer la monnaie réelle, hein, la monnaie physique en Chine. Donc voilà, hein, la Chine ne veut pas de concurrence, ils veulent uniquement leur propre monnaie souveraine, et pas ces histoires de Bitcoin ou autres crypto-monnaies sur lesquelles ils ne peuvent pas
ils peuvent rien faire, quoi. Ils n'ont pas du tout la main dessus. Et en théorie, personne n'a la main dessus. Donc ça les arrange pas et ils décident de voilà, faire en sorte que toutes ces crypto-monnaies sortent du pays, qu'on ne fasse plus de lien, en tout cas le moins possible, entre la Chine et les crypto-monnaies, et imposer leur propre crypto-monnaie qui n'est pas vraiment une crypto-monnaie, hein, qui est juste une monnaie numérique, et, en gardant la main sur un maximum de choses. On reconnaît bien là la façon de faire de la Chine. En général, la Chine, ils aiment pas trop, ils aiment avoir le contrôle, ils aiment maîtriser, et du coup, ils ont les moyens de faire en sorte de garder le contrôle sur toutes ces choses, et ils font ce qu'il faut pour garder le contrôle, même si ça doit aller loin. Et parce que là, quand même, on avait beaucoup de production en Chine, hein, de, de crypto-monnaies, et bah, du coup, bah, plus maintenant. Clairement, ça va devenir dangereux pour les Chinois de miner de la crypto-monnaie, encore plus d'une façon industrielle. Donc, le Bitcoin en Chine, ça s'en va. Visiblement, en tout cas. Et c'est ce que la Chine souhaite, hein. On continue avec quelque chose qui n'a rien à voir. On passe dans le kit de water cooling all-in-one, et c'est EK qui nous annonce enfin ces kits avec toutes les infos qu'on veut avoir. Alors, la série s'appelle EK Nucleus. On a deux versions, une version avec écran comme celle-ci, plusieurs tailles, hein. Donc une version avec écran comme celle-ci, un petit écran qui permet d'avoir des informations, voilà, hein, telles que la température, mais j'imagine d'autres trucs aussi. Et une version sans écran avec cet effet miroir infini RGB du plus bon goût. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plutôt cool. Sinon, en termes de design sur les ventilateurs et le radiateur, on est sur la même chose. Vous voyez différentes versions du 120 au 360. Alors, si vous voulez un écran, on n'aura que du 240 ou du 360. Malheureusement, à des prix élevés, comme souvent quand on veut un écran sur son kit de water cooling. 210 € pour la version 240, 240 € pour la version 360. Du coup, peut-être que si vous êtes prêt à mettre plus de 200 € dans votre kit de water cooling, peut-être prendre la version 360 avec écran, hein, voilà. Plus accessible sans écran, bien sûr, en 120 à 95 €, en 240 à 125 €. Ça, c'est plutôt correct, hein, pour quelque chose qui est très qualitatif, hein. On est chez EK et ils connaissent leur boulot. Et si vous voulez encore plus de performance, on est à 160 € pour le modèle 360 mm, donc les trois ventilateurs sans écran, donc ce modèle-là exactement. D'ailleurs, on voit qu'on a bien sûr du RGB adressable tout de même, hein. Honnêtement, en termes de qualité, vous ne serez pas déçus. En termes de prix, on n'est pas dans le plus accessible, mais on n'est pas non plus dans des trucs à des tarifs ultra élevés non plus. Forcément, si on veut les kits avec les écrans, on va le payer cher, mais comme à chaque fois, hein, les kits avec les écrans coûtent tout le temps très cher. Les kits sans écran sont à des prix très corrects, totalement dans la norme du marché, pour du matériel haut de gamme, qualitatif et performant. Donc c'est plutôt propre. On continue avec les boîtiers. Le premier, un énorme qui a aussi un prix énorme. On est chez Lianli. On est sur le dernier né, quelque chose qui est pas mal attendu des fans de water cooling. Le modèle coûte 460 €. On est totalement dans de l'ultra haut de gamme pour un boîtier qui est pour le coup plutôt atypique. Alors on peut le voir comme ça, bim. Vous voyez, on est sur un gros format, hein. On n'est pas sur un petit boîtier. Gros format pour être pas mal compatible. En vrai, il sera plutôt large en termes de compatibilité, à part peut-être en termes de stockage où on n'est pas dans on n'est pas dans les plus grandes compatibilités. Comme à chaque fois, avec Lianli, on est plus tourné vers le water cooling, notamment le water cooling custom, avec pourquoi pas voilà, des gros radiateurs, ce genre de truc. Et le petit point atypique de ce boîtier, c'est qu'il a plusieurs positions
Alors, comme vous voyez, on peut le mettre comme ça. Là, on a l'arrière, donc on a quand même un design très travaillé, des panneaux en verre trempé sur les côtés. On est sur de l'ultra haut de gamme. N'oubliez pas, 460 €, n'oubliez pas non plus. Du coup, comme je vous disais, en termes de stockage, c'est pas fou. On a seulement 3 emplacements qui sont 3,5 pouces et du coup compatibles 2,5 pouces. C'est tout. Plus bien sûr les emplacements M2 de votre carte mère. Par contre, côté water cooling, là on régale. Suivant le mode, l'installation, un maximum de 2 radiateurs de 360 mm ou un de 480 et un de 360 suivant le mode. Voilà, soit 2 fois 360, soit 480 et 360. Et du coup, effectivement, plusieurs modes possibles avec du coup les pieds qui se changent. Vous voyez ici, on a le mode standard, hein, qu'on a vu au début. Mais on peut le passer, vous voyez ici, l'alimentation est là. On peut le passer comme ça. Du coup, on l'a fait basculer de 90 degrés avec du coup l'alimentation qui se retrouve là. Plutôt pas mal. Et voilà, on peut le remettre comme ça. En gros, on peut le basculer de 90 degrés et on peut aussi basculer le plateau de la carte mère de 90 degrés. Donc du coup, plusieurs configurations possibles. On voit, hein, ici voilà, un très grand réservoir. On est quand même sur quelque chose d'ultra haut de gamme, plutôt de niche et réservé au monde du water cooling custom haut de gamme, encore une fois. Mais effectivement, il fait un peu rêver. Après, le prix est quand même très très salé. 460 €. Faut être sur un gros projet et avoir les moyens. Après, il est quand même sacrément stylé. Et en termes de compatibilité, notamment en termes de water cooling, on est quand même sur quelque chose de très étendu. On passe dans des trucs un peu plus petits. D'abord un boîtier, alors deux boîtiers open air, d'abord un micro ATX et ensuite un mini TX. Ce boîtier qui fait un peu penser aux couleurs Gundam, effectivement des collabs Asus Gundam. Là on a une magnifique vue éclatée qu'on adore, on adore les vues éclatées, mais vous vous rendez compte qu'il y a plein de trous effectivement. On est sur quelque chose de très ouvert, plutôt coloré, des couleurs plutôt claires et vives, c'est plutôt sympa. Après, en termes de compatibilité, on est sur du micro ATX, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et vu qu'il est très ouvert, vous n'aurez pas trop de problèmes de compatibilité, mais vous restez dans les compatibilités micro ATX. En vrai, j'aime plutôt bien ces coloris et tout. Je trouve ça plutôt stylé. Deuxième boîtier de la marque Ziginal, le Linglong. Et là, on est toujours un peu sur un style open air, hein. On a des trous d'un peu partout et ça pose pas de problème. On réduit encore le format, on passe sur du mini TX. Du coup, voilà, on est encore plus restreint en termes de compatibilité. Déjà, il faudra une alimentation au format SFX, donc qui est un format beaucoup plus petit. On a tout de même deux emplacements de stockage pour des disques 3,5 ou 2,5 pouces, plus les slots M2 sur la carte mère, hein, bien sûr. Petit point noir de ce boîtier, c'est les connectiques en façade. On a un seul port USB 3.0 en façade dans ce boîtier tout mini, tout petit, très ouvert. Au moins, on se dit que dans ce genre de boîtier très ouvert, on a assez peu de chances d'avoir des problèmes de chauffe. Par contre, en termes de nuisance sonore, suivant la ventilation que vous mettez dedans, ça peut être bruyant. Par contre, on a la place de mettre une grande carte graphique, hein, et ça fait plaisir. Passage chez Cougar avec encore du micro ATX. Là, on repasse dans des trucs bien plus classiques, bien plus simples. Pas de boîtier open air, tout ça. Mais deux gammes, deux formules, on va dire. Un formule plus axé sur le flux d'air et l'autre plus du coup sur le mesh. On a soit le ARGB, soit le RRGB. Comme vous pouvez l'imaginer, le RRGB, c'est celui-là qui est axé plus flux d'air avec cette façade où il y a des trous, hein, dans la façade. Et en plus, la façade étant
plastique teinté, ce qui permet de s'illuminer un peu avec le RGB des ventilateurs qui sont derrière. Sinon, on est sur du très classique en termes de format, en termes de compatibilité. On est sur du micro ATX, tout ce qu'il y a de plus standard. Vous voyez, hein, on est clairement sur une tour format un peu réduit. Donc à choisir entre vos préférences, flux d'air comme ça ou mèche comme ça. On a bien sûr un cache, alimentation et pour le panier de disques. Sinon, vraiment très 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 classique. Malheureusement, on n'a pas de prix. J'aurais beaucoup aimé avoir les prix. Parce que normalement, Cougar nous fait des trucs qui sont assez accessibles en termes de prix. Et en vrai, ces boîtiers qui sont travaillés de manière ok, un peu designés et tout, mais qui restent sobres et classiques. J'aimerais savoir combien ça coûte. Parce que ça peut être intéressant pour des configs entrée milieu de gamme. Des configs qui sont pas trop grandes du coup. Ça peut intéresser pas mal de gens. On finit avec Asa et le Spectra. Asa qui nous a présenté des boîtiers la semaine dernière qui étaient honnêtement plus proches des œuvres d'art que des boîtiers. Hein. Avec notamment le cube sur son socle incroyable ou celui qui ressemblait un peu à format cylindrique, un peu style Mac Pro. Là, on passe dans quelque chose qui n'a pas grand chose à voir avec ce qu'ils nous ont présenté avant. On est dans du ultra classique, des boîtiers comme ça, format tour classique, le format qu'on connaît, qu'on voit le plus. Seule petite particularité design de ces boîtiers ASA, c'est leur façade, avec, vous voyez, des petits endroits où il y a du RGB et pas d'autres. On n'en a pas partout, donc c'est fait, c'est fait pour être normalement bien étudié et joli et pas être en mode ambiance boîte de nuit. Donc on espère que ça rendra bien. En termes de compatibilité, vous imaginez bien ce qui rentre dedans. Vous voyez ici les équerres PCI Express. Enfin, on est dans de l'ultra classique format EATX. Hein. Enfin, c'est une tour ATX, mais j'imagine qu'on sera... Ah, remarque, peut-être pas. On est sur des poids plutôt légers et on sera peut-être sur de l'ATX standard à voir les premiers essais. Mais pour le coup, beaucoup moins une œuvre d'art que ce qu'ils ont pu nous montrer avant. On enchaîne avec les promos, ça va aller vite. C'est des prix intéressants sur les SSD. D'abord chez Crucial, avec Crucial 2 gammes sur ces modèles SATA, les gammes BX et MX. Les BX qui sont un peu moins performants et un peu moins chers que les MX. Ici, les BX 500 1 Tera sont à 71 €. Les MX 500 1 Tera, donc les MX seront un peu plus performants, sont à 79 €. Ils sont aussi en promo en 2 Tera avec le BX 500 2 Tera à 140 € et le MX 500 2 Tera à 162 €. Ce sont des SSD SATA là comme ça, donc classique. On a aussi un petit SSD externe ici de 2 Tera à 150 €, ce qui est plutôt intéressant. Et un SSD format M2 de 500 Go à 41 €. C'est une vraie info ça? C'est totalement une vraie info. Bon, j'imagine qu'on ne sera pas dans les plus gros débits. 2400-1900 émosecondes, lecture, écriture. Donc ça par contre c'est très très attractif. Hein. 41 € les 500 Go de M2. Alors bien sûr on ne sera pas dans les débits insane des dernières générations. Mais on est sur quelque chose de plutôt propre grâce aux Prime Days d'Amazon. Et ce n'est pas fini parce qu'on a aussi Samsung qui met des promos sur ses SSD. Ici des SSD M2 1 Tera à 160 € et 2 Tera. Celui-là il est M2 aussi. What? Attendez. Celui-là il doit pas être M2. Ah non, celui-là il est pas M2, il est bien SATA. Celui-là par contre est plutôt cher. 2 Tera. J'ai perdu le prix. 205. Non, c'est d'occasion. Mince, je sais plus où est le prix. Là. 2 Tera, 166,50 €. Peut-être un peu moins intéressant celui-là. Peut-être un peu moins intéressant. Après, SSD 2 Tera quand même. Salut Kricou. Et on finit avec du 1 Tera en disque dur externe
à 105 €. Et il existe aussi le modèle en externe de 500 Go qui est lui à 66 € si je ne me trompe pas. Une histoire comme ça. Des promos qui sont là grâce aux Prime Days d'Amazon. Donc allez-y, ça risque de ne pas durer très longtemps. Et vous savez bien, hein, les promos intéressantes, en général, ça ne dure pas longtemps parce que les gens se jettent dessus. Surtout sur Internet où les choses se vont vite. Merci pour le host. Merci pour le host, Kricou. On passe vite fait sur des écrans Samsung qui nous présentent la suite de sa gamme Odyssey 2021 avec un peu de différence par rapport à ce qu'on nous a présenté avant dans la gamme Odyssey. On était quand même avant sur du G9, G7, G5, tous incurvés avec du rafraîchissement élevé, ce genre de choses. Là, on est sur quelque chose de plus simple avec un écran qui est plat, pas incurvé. Et on est du coup sur un G7, G5, G3. Le G7 qui sera le plus haut de gamme, 28 pouces, 4K, 144 Hz, compatible FreeSync et G-Sync, un peu tout ce qu'on veut. Donc un peu l'écran ultime pour les consoles dernière génération ou même pour jouer sur votre PC en 4K. 28 pouces, il n'est pas trop grand. Avec des très bonnes caractéristiques, tout ça, vous le voyez ici. Ensuite, on a le G5. Le G5, on baisse la résolution, on passe en QHD, on baisse un petit peu la taille, on passe à 27 pouces au lieu de 28. On garde FreeSync et G-Sync, on passe à 165 Hz en taux de rafraîchissement. On voit que celui-là est quand même plus destiné à un public de joueurs PC. En plus, le QHD est en général assez mal pris en charge par les consoles. Donc honnêtement, ce G5 là est plus pour jouer sur PC. Et on a le dernier, le G3, avec du coup deux formats, 24 et 27 pouces. Une dalle Full HD, là on baisse, en caractéristiques. On oublie le G-Sync. Le G-Sync, on n'oublie pas, on le paye. Hein. En général, on le paye. Enfin, on le paye toujours. Sauf le G-Sync compatible, je crois, il y a un moyen de tricher. Mais sinon, pour être G-Sync, on paye. Du coup, on enlève le G-Sync. On repasse en 144 Hz. Là, on passe sur un écran plus Access Gaming PC ou Access Gaming Console. Ça peut aussi, même si c'est dommage de ne pas avoir un écran 4K, surtout avec console next-gen. Ici, honnêtement, plus du gaming PC avec normalement des prix qui seraient normalement beaucoup plus doux, on espère, mais on n'a pas encore les prix. C'est assez marrant, au début on pensait quand même que cette gamme Odyssey était du haut de gamme, ultra haut de gamme de chez Samsung en termes de moniteurs, PC et console. Ça a l'air d'être une gamme qui irait de l'ultra haut de gamme jusqu'au matériel plus accessible. On voit ici avec ce G3 qui devrait être à des prix corrects. C'est assez intéressant. Vraiment, je pensais pas qu'il ferait ça. Je pensais qu'il ferait vraiment des gammes séparées avec des noms différents pour vraiment que tout le monde associe Odyssey à du haut de gamme et des caractéristiques de ouf. Visiblement, c'est pas le choix de Samsung. Après, il faut pas perdre le client. Il faut pas perdre le client parce que du coup là, entre le G3 qu'on a vu qui est Full HD, pas très grand et assez classique, et le G9 qui est 32 neuvième et qui coûte 1500 €, les gens peuvent se perdre un petit peu. On finit avec les cartes graphiques. D'abord, je vous montre une carte graphique incroyable, cette 3090 de chez Colorful, qui coûte 5000 $. Alors, sachez qu'elle est un peu spéciale, voire très spéciale. On est sur un modèle qui embarque toutes les solutions de refroidissement. On a, comme on le voit ici, un radiateur surmonté de 3 ventilateurs, comme sur la plupart des cartes graphiques. Mais on a aussi, et on ne le voit pas ici, une partie qui est water coolée. Attendez, on a là, ici, voilà. Donc on a la carte ici et le radiateur de 240 qui vient se relier à la carte. Donc vraiment, on va chercher toutes les solutions de refroidissement possibles pour cette carte en édition très limitée à 5000 $. Voilà, très cher.
très chère, mais qui bénéficie de toutes les technologies, donc peut-être qu'on pourra la pousser un peu plus. Je t'avoue que c'est stylé en termes de tech, mais ça me hype pas plus que ça. Et on finit avec les prix. Et déjà, d'abord, avant de parler directement des prix, les premières 3060 Ti, 3070 et 3080 LHR, ces modèles qui étaient sortis avant et qui du coup n'étaient pas de base LHR, arrivent en modèle LHR, donc refaite par Nvidia avec ce fameux bridage pour les crypto-monnaies. Ce qui devrait normalement faire diminuer les prix petit à petit. Déjà, ça commence à être listé, c'est pas mal, à des prix un peu plus corrects, notamment une Zotac 3070 à 839 euros, ce qui est un peu plus bas que ce qui se vend actuellement. Donc ça fait plaisir, c'est le début des bonnes choses. Ensuite, on a les 3070 Ti qui baissent leur prix légèrement. On a ici une Palite, bon, elle n'est pas en stock, mais elle est à 840 euros pour cette 3070 Ti. Donc ça commence à baisser tranquillement. Pareil chez les 3080 Ti, avec ici la Gainward, qui est, j'imagine, à un prix voilà, 1539 pour cette 3080 Ti. Alors oui, on est encore assez élevé, mais on est bien mieux. On est bien mieux que les 1719 euros qu'il fallait débourser pour avoir une 3080 Ti. Donc ça s'améliore et ça fait très plaisir. Ensuite, pour nous régaler toujours et encore plus, on a un petit graphe qui montre les graphiques des prix des cartes graphiques. Ici, c'est en Allemagne par rapport au prix public recommandé allemand. Mais vous voyez, on a atteint des pics à par exemple 304% du prix public recommandé sur les cartes Nvidia série 30 au 16 mai de cette année. Donc là, on est en train de rebaisser, hein, vous voyez les courbes qui s'inversent, ça fait plaisir. On voit, suivant les références, alors des baisses plus... Par exemple, la 3060 Ti, elle a augmenté, mais mais il y en a d'autres qui baissent. Les 3090 sont celles qui baissent le moins, c'est pas vraiment étonnant. Un peu une gamme à part. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une multitude de références disponibles. On a, voilà, ici ça date d'hier, ça, et on avait du coup une trentaine de références allant de la 1650, 1660 Super, 2060, des 6700 XT, 6800, 6800 XT, 3080, 3080 Ti, 6900 XT, 3090. Donc vraiment pas mal de trucs. Alors, comme toujours, beaucoup plus de haut de gamme que d'entrée de gamme. Mais c'est quand même un début de mieux, et ça fait plaisir de voir un début de mieux. Et ce soir, nous avons en stock une 1660 Super à 550 euros, ce qui est toujours et encore bien trop élevé. Par contre, on a une 6700 XT à moins de 900 euros, ici 870. On en a aussi qui sont plus chers, 920 pour la Gigabyte, 930 pour la Asus. Les ASRock ont enfin descendu de prix. Enfin, il aura fallu du temps, mais ils ont descendu leur prix de ces cartes qui étaient jusqu'à maintenant à celle-là 1180 et celle-là 1240. On passe ici à 970 et 1050. C'est un début, il y a du mieux et ça fait plaisir. On a une 6800 de chez Aorus à 1245 euros ici. Une 6800 XT de chez ASRock à 1280. La moins chère des 6900 XT, la Saphir Nitro Plus à 1770. Et après, on a toujours et encore des cartes plus chères. On a une 3080 Ti à 2120 de chez MSI. Et la première 3090 à 2219. Vous voyez ici, 3080 Ti LHR 2119, 3090 de chez FGA 2219. Franchement, l'écart est pas vraiment important, alors qu'il y a quand même... bon, pour le jeu vidéo, il n'y a pas énormément d'écart entre une 3080 Ti et une 3090, mais pour des applications plus gourmandes, la 3090 fera quand même une vraie différence. Et bien sûr, on a des cartes qui sont toujours plus chères, bien sûr, mais on voit, on a même eu des baisses sur ces 6900 XT de chez Saphir, qui étaient les plus chers encore et toujours, et qui baissent tout doucement. Donc il y a un début de mieux, on est encore loin des prix corrects, mais la chose s'amorce et ça me fait vraiment très plaisir de voir
que les tendances s'inversent et que peut-être que dans le futur on aura un retour des prix à la normale. Je n'attends que ça me ferait vraiment plaisir et je serais le premier heureux. On n'en est pas là, mais on est sur un début et il faut bien commencer par un début pour avoir un retour à la normale. En tout cas, merci d'avoir regardé ce point Actu Hardware avec une fin plus heureuse que d'habitude. On est heureux quand même de retrouver un changement de tendance après ces longs mois de hausse et de manque de stock. Peut-être qu'on va avoir enfin des vraies baisses et du stock massif. On n'attend que ça. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours pour m'aider à progresser. Et je vous dis à demain pour la suite du point Actu Hardware, de l'actualité hardware et un peu plus. Parce que là, il est l'heure que j'aille sur Trackmania. Merci d'avoir regardé et à demain.